On peut la réaliser aussi au laboratoire. On peut utiliser des enzymes comme catalyseurs pour faire des réactions chimiques dans des ballons au laboratoire. On a la catalyse homogène, ça c'est ce dont on va parler principalement, c'est-à-dire que le catalyseur va être soluble dans le milieu réactionnel. La catalyse hétérogène, ça va concerner les cas où le catalyseur n'est pas soluble dans le solvant dans lequel on fait la transformation chimique. Et la catalyse sous forme de nanoparticules, vous voyez, il existe beaucoup de types de catalyse. Nous, on va se concentrer sur la catalyse homogène, tout en solution, avec des catalyseurs qui sont solubles dans les solvants dans lesquels on fait les réactions chimiques. Et on va utiliser des complexes organométalliques comme catalyseurs pour catalyser des réactions de la chimie organique, pour construire des molécules organiques. Et ça va être le programme de cette seconde partie de la journée, là, de la partie du cours. Et on va regarder comment on peut expliquer la création des liaisons et les ruptures de liaison en utilisant le vocabulaire qu'on a appris en commun, là, savoir les réactions fondamentales de la chimie organométallique. Alors, comme par définition, un catalyseur, il est régénéré à l'issue de la transformation chimique, les mécanismes réactionnels, on l'écrit sous la forme de cycle catalytique. Un cycle catalytique comme ça. Comment ça se passe? On va avoir un catalyseur, le catalyseur, il est là, qui peut être généré à partir d'un pré-catalyseur, une espèce précurseur du catalyseur. Et par exemple, si je veux étudier la création d'une liaison entre deux partenaires A et B, ici, d'abord, mon métal va interagir avec un partenaire, il va se lier au premier partenaire, puis avec le second partenaire. Et enfin, le but du jeu, c'est de créer une nouvelle molécule, créer des liaisons entre deux partenaires et régénérer l'espèce active, de sorte à ce que ce cycle catalytique tourne le plus vite possible. Okay. Alors ça va vouloir dire que c'est quelque chose qui tourne ici. Ça va vouloir dire, par exemple, que quand je vais étudier des transformations chimiques en catalyse organométallique, je vais utiliser mes complexes organométalliques en quantité catalytique, c'est-à-dire inférieure à la stoichiométrie. Par exemple, si j'ai une réaction chimique que je veux faire, j'utilise une mole de A et une mole de B. Je vais, dans l'absolu, si ma réaction marche bien et est totale, je vais former une mole de ma molécule AB. Si j'utilise 1% molaire de catalyseur et que j'ai une conversion totale, combien de tours doit faire mon catalyseur pour avoir quelque chose d'efficace? À votre avis? Je répète, si j'utilise 1 mol % de catalyseur, 1% molaire de catalyseur par rapport à mes substrats A et B, et que j'ai une conversion totale, c'est-à-dire que j'ai un rendement quantitatif ici, combien de tours doit faire le cycle catalytique d'après vous, si j'utilise 1% molaire de métal? 100 tours. 100 cycles. Il doit faire 100 tours si je veux avoir une conversion totale. Ça va vouloir dire que des process catalytiques ici, il va falloir que mon métal il soit quand même suffisamment stable dans le temps pour faire 100 fois le tour ici. Okay. Bon, là, je prends un exemple de 1%, mais dans l'idée, le processus catalytique idéal, c'est d'utiliser la plus petite quantité possible de mon métal pour transformer une très grande quantité de substrat. D'accord? Dans l'idée, d'un point de vue économique et écologique, si j'ai un complexe de métal de transition ici qui est cher ou un peu rare, je vais avoir tout intérêt à utiliser une très petite quantité de métal pour transformer beaucoup de produits. Okay? Ça, c'est un des enjeux de la catalyse organométallique. Et c'est pour ça que la catalyse organométallique en chimie, c'est une thématique qui est liée à ce qu'on appelle la chimie verte, qui est liée à des problèmes d'environnement et qui répond à un des principes de la chimie verte, ce qui est un enjeu
aujourd'hui, en 2021, qui est important, d'accord, de s'intéresser à produire proprement des molécules. Bon, alors, ce qu'on va regarder, nous, ce sont les couplages palado-catalysés. Les couplages palado-catalysés ici, pourquoi on va s'intéresser à ça? Eh bien, le prix Nobel de chimie en 2010, il a été remis à 3 chimistes qui ont travaillé dans le domaine de la chimie du palladium. Et ils ont reçu le prix Nobel de chimie, qui est une très bonne, qui est une récompense extraordinaire par rapport à leurs résultats de recherche dans les laboratoires. Mais il faut savoir que ces réactions de couplage pallado-catalysé, elles sont énormément utilisées dans l'industrie chimique, en chimie organique et en chimie des polymères aussi, en chimie des matériaux, pour de la fonctionnalisation de surface. Mais ça sert énormément en chimie organique et notamment beaucoup aussi dans l'industrie pharmaceutique pour créer des liaisons. On va voir comment ça marche. On va examiner un certain nombre de couplages pallado-catalysés. On va commencer par décrire le couplage de Mizoroki-Eck. Le couplage de Mizoroki-Eck met en jeu des complexes de palladium 0, qui seront les catalyseurs de la réaction. Alors, palladium 0, ça veut dire que le degré d'oxydation du palladium, ce sera 0. D'accord? Le 0 entre parenthèses, ici, ça veut dire ça. Il faudra une base aussi, comme réactif dans le milieu réactionnel. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de coupler, de fonctionnaliser une oléfine, qui est ici un alcène en rouge, de le fonctionnaliser avec un fragment R1X. On crée une liaison carbone sp2 et puis on installe un groupement R1 ici. La base, elle sert à piéger le HX qui est libéré dans la réaction. D'accord? Alors, la base, ça peut être de la triéthylamine, ça peut être du carbonate de potassium, ça peut être de l'acétate de sodium, du carbonate de césium, de l'hydrogénocarbonate de sodium, ça peut être beaucoup de choses. La base, il faut que ce soit une base de Bronsted qui soit capable de piéger l'acide qui est libéré au cours de la réaction. R1, ici, ça peut être un aryl, un alcényl, un allyle, alcinyl, benzyle, hétéroaryl, ça peut être beaucoup de choses. OK? R2, ici, ça peut être beaucoup de choses aussi. Aryl, alkyle, alcényl, ça peut être des hétéroatomes, OR, un silicium, ça peut être un ester, ça peut être pas mal de choses. Et les fragments X ici, sur le partenaire électrophile, ça peut être des halogènes, chlore, brome, iode, mais ça peut être aussi des triflates. Okay? Alors, parmi tous ces couplages-là, on peut créer des liaisons, on peut faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément faciles à faire avec la chimie organique classique. Il faut savoir ça, que ce n'est pas forcément évident. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise avec tous ces mots de vocabulaire, aryl, alcényl, allyle, alcinyl, benzyle, hétéroaryl, triflate? Est-ce que vous savez ce que c'est ou est-ce que vous voulez que je détaille? OTF, vous savez ce que c'est? OTF? C'est quoi OTF? C'est le groupe triflate. Ouais, et c'est quoi triflate? C'est trifluorométhanesulfonate. Tout à fait. Donc OTF, c'est O, SO2, CF3. OK, ça s'appelle un groupement triflate. OK? Donc ça, c'est triflate, mais est-ce que dans tous les autres trucs, hétéroaryl, aryl, allyle et tout ça, vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que c'est des choses que vous connaissez?
Oui, je les connais, monsieur. Ouais, c'est bon pour tout le monde ou pas? Faut pas hésiter à se manifester si vous savez pas ce que c'est, je peux expliquer. Sûr pour tout le monde, c'est bon? Tout ça, là, aryl, alcényl, alcynyl, allyle, benzyle, hétéroaryl, c'est OK? Il y a une personne qui m'a dit oui, mais vous êtes nombreux quand même. Les 34 autres ont le droit de participer aussi, hein. C'est OK pour tout le monde, ça, alors? Très bien, c'est important pour la suite, hein, de savoir ce que c'est que ça, hein. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on va commencer à regarder comment fonctionne le mécanisme du couplage de Mizuroki-Eck. Okay, si je pars d'un palladium tétrakis, le palladium tétrakis, il a combien d'électrons de valence? PD, Pfi3 4 fois. Son NEV, c'est combien? C'est 18. C'est 18 électrons. De valence. Le complexe type ML4 a 18 électrons. Donc, pour pouvoir subir une réaction d'oxydante, ce qui va se passer, c'est une double élimination non réductrice, ENR ici, de 2 équivalents de triphénylphosphine. Et on va avoir une espèce de palladium 0 ici, PD, Pfi3 2 fois. À combien d'électrons de valence ici, PD, Pfi3 2 fois? 14 électrons de valence. Okay. Ensuite, il va y avoir une addition oxydante. Addition oxydante du palladium dans la liaison R1X ici. Addition oxydante, on va passer à ce complexe PD Pfi3 2 fois R1X ici. Il va être de quel type ce complexe-là maintenant? ML2X2. ML2X2, tout à fait. Et combien d'électrons de valence? Uh, 16. 16. Tout à fait, 16 électrons de valence. Donc ça c'est bon. Et ensuite, vous allez avoir après que le premier partenaire ait réagi avec le métal, vous allez avoir le second partenaire de couplage, à savoir l'oléfine, l'alcène, qui va réagir avec le palladium et qui va faire ici une réaction d'insertion dans la liaison palladium R1 ici. Donc, vous allez avoir cette oléfine-là qui va s'insérer entre R1 et le palladium. Donc, vous allez former ce complexe organométallique-là, qui sera toujours un complexe à 16 électrons de valence de type ML2X2, à 16 électrons de valence, et vous allez avoir cette insertion d'oléfine. Ici, vous allez avoir une rotation de la liaison carbone-carbone qu'on a ici, là, une libre rotation entre ces deux carbones sp3. On va appeler ça une isomérisation, finalement, qui va permettre de mettre en bonne position les atomes d'hydrogène pour la réaction de bêta-élimination qu'on va avoir ici. Cette réaction de bêta-élimination qui va conduire à l'expulsion du cycle catalytique du produit de couplage de Mizuroki-Eck. Et on va régénérer une espèce ici, palladium Pfi3 2 fois HX, de type ML2X2, toujours à 16 électrons de valence. Et la base va permettre de piéger HX pour réaliser une élimination réductrice, ici, et régénérer l'espèce active. Ici, il s'agit de l'espèce active du cycle catalytique. L'espèce active du cycle catalytique, et ce pour tous les couplages, quasiment tous les couplages pallado-catalysés, c'est une espèce de palladium 0 à 14 électrons. D'accord? Et le palladium tétrakis, PD, Pfi3 4 fois, c'est le pré-catalyseur. Pré-catalyseur à 18 électrons. Okay? Mais l'espèce active qui réagit réellement dans le cycle catalytique,
CPD, PFI3 deux fois. OK? Donc, alors, cette réaction-là, qu'est-ce qu'on peut faire en chimie? On peut construire des liaisons carbone sp2, carbone sp2, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui a un rôle important en synthèse, en chimie de synthèse, petit 1. Et petit 2, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à faire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de méthodes en synthèse organique qui permettent de faire ça. Alors ici, j'ai repris des exemples historiques de couplage de Mizoroki-Eck avec cette bromo-oléfine, là, ce carbone sp2, qui va réagir sur l'acrylate de méthyle, sur cette oléfine-là, pour créer cette liaison carbone-carbone qui est écrite ici. On crée une liaison entre deux carbones hybridés sp2. Okay, et on forme un système parfaitement conjugué ici, un ester conjugué à deux doubles liaisons carbone-carbone. On utilise ici du palladium acétate comme précatalyseur, qui est un précatalyseur au palladium 2. C'est du palladium 2 ici, le précatalyseur, mais qui est réduit in situ par la triphénylphosphine, qui va, servir à réduire le palladium 2 en palladium 0, et qui va permettre aussi, ce ligand triphénylphosphine, de stabiliser le palladium, puisque la triphénylphosphine est aussi un très bon ligand L du métal. Donc ici, c'est la base utilisée, c'est la triéthylamine. C'est quelque chose où on chauffe un peu à 100 degrés, et finalement, le rendement de la réaction ici, c'est 90%. Ça, c'est si on fait la réaction dans un ballon. Ça marche aussi pour fonctionnaliser des aromatiques chlorés. Par exemple, ici, j'ai ce chloroanisole qui est là, que je fais réagir toujours avec l'acrylate de méthyle, et je vais créer cette liaison carbone sp2, carbone sp2, entre ce carbone-là et celui-ci. Le catalyseur qui est utilisé ici, c'est palladium 2 DBA3. Pardon, j'utilise 1,5 mol % de catalyseur. J'utilise la triterbutylphosphine comme ligand, ici. La base utilisée, c'est le carbonate de césium. Et le solvant, c'est le dioxane. Je chauffe à 120 degrés. J'ai 82% de rendement et ça me permet de synthétiser ces composés-là, toujours en créant deux liaisons entre deux carbones hybridés sp2. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sur ces réactions de Mizoroki-Eck, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que ces réactions favorables des isomères trans? Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que ces réactions donnent des isomères trans aussi? Là, en fait, on conserve la stéréochimie par rapport à celle du bromé, en fait, qu'on va avoir ici. D'accord? Typiquement, je vais faire un autre exemple. Et je vais voir si je réponds à votre question. Mais votre question, c'est si d'aventure, j'ai ça, par exemple, avec, je reprends mon acrylate, je mets du palladium, c'est une base, je vais créer ça, d'accord? Donc, mon brome est du côté du phényl, je crée cette liaison-là. Maintenant, si je prends cette oléfine-là, je prends du palladium, un précurseur de palladium 0, du palladium 2 que j'utilise dans un réducteur.
je vais être capable de faire ça. C'était ça votre question? Oui, monsieur. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Oui, monsieur. En gros, c'est la stéréochimie du bromé au départ qui va contrôler, en fait, si vous partez d'une Z oléfine ici, bah, cette oléfine va rester Z après. Si vous partez d'une E oléfine, trans oléfine, ça va rester trans. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans le cas R de COR. Dans le cas R2, alors attendez, je vais revenir au... Là, ouais. Oui, OR. Ouais. R1 lié C, lié carbone, lié R2. Alors ça, oui, dans ce cas-là, il peut y avoir des mélanges, effectivement. Alors ce cas-là, ce n'est pas forcément le cas le plus rencontré, mais effectivement, il peut y avoir des problèmes de régiosélectivité sur l'oléfine. Et encore, ça va dépendre de la taille de R ici. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'insertion ici, si vous avez un OR2, enfin OR qui est assez gros, vous allez quand même être sur la position terminale. Hein? D'un point de vue électronique, on pourrait penser ce que vous dites est juste, mais d'un point de vue stérique, vous allez avoir un petit peu ce que j'ai montré tout à l'heure sur ces réactions d'insertion là. Si vous avez quelque chose de volumineux, hein, donc si vous avez eau et terre butyle par exemple, vous allez avoir tendance à créer une liaison métal sur le carbone le plus dégagé. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez revenir au tableau plan? Oui. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Vous avez des questions? Pourquoi la liaison en bleu ne formait pas? Attendez, vous avez qu'un seul ester? Ah oui, non, sans vous voulez dire le cas sans ça? Oui. Si vous avez une Z oléfine, alors ça c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer, mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est ça, ouais. J'ai compris, je pense avoir compris ce que vous voulez me dire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, tac, ici, la stéréochimie qu'on va former, ça va dépendre de la place qu'on va avoir à ce niveau-là. Et en réalité, quand vous faites des enchaînements comme ça, il y a peu de chances que ici vous soyez en Z. Vous allez avoir une compression de votre molécule qui sera beaucoup moins favorable d'un point de vue énergétique qu'une oléfine E. Alors, les oléfines E sont beaucoup plus stables en général que les oléfines Z. Ainsi, ce que vous voulez dire que cette réaction favorise uniquement la configuration E, c'est ça? Pour les acrylates, oui. Pour les acrylates, oui.
Alors, Merci. il y a des possibilités de faire des oléfinations Z, mais il faut utiliser des catalyseurs avec des ligands spécifiques où vous allez avoir des complexations intramoléculaires au niveau du complexe. Mais ça, c'est quelque chose de... je ne sais même pas si on le voit en M2. C'est quelque chose de très spécifique. Hein. En revanche, on parlera d'autres méthodes d'oléfination catalysées par des métaux, et notamment des réactions de métathèse d'oléfine. On va en parler cette année. Et je vous parlerai l'année prochaine en M2 des méthodes d'oléfination catalysée au ruthénium pour avoir spécifiquement des oléfines Z. Il y a des méthodes, mais pas avec les couplages de Heck ne sont pas les méthodes privilégiées pour maîtriser la stéréochimie de l'oléfine sur les acrylates. En revanche, attendez, je vais vous remontrer par contre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la méthode ici, elle permet la création de liaisons entre ce carbone-là et ce carbone-là. OK ? C'est cette liaison-là qui est créée. OK ? Entre ce carbone-là et ce carbone-là. Par contre, le contrôle de la stéréochimie de la liaison qu'on va avoir ici, il est parfait. Ça marche bien. Et ça, on le contrôle par rapport à la stéréochimie du bromé qu'on a au départ. OK ? Oui. Hein, parce que la création de liaison via le couplage de Heck, c'est la création de la liaison qui est en vert. Et là, on peut contrôler la stéréochimie du couplage de Heck au niveau de cette configuration Z ou E du bromé qu'on utilise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Alors, je repartage Zoom. Hop. Voilà. Alors, on peut aussi avoir des composés qui sont polyhalogénés. J'ai pris un exemple ici de ce composé tétrabromé avec 4 liaisons carbone sp2 brome. Je peux le fonctionnaliser avec des molécules de styrène. Alors évidemment, il faut que je mette au moins 4 équivalents de styrène avec mon bromé. J'utilise le palladium acétate, précurseur de palladium 2, mais qui sera réduit in situ en palladium 0, du carbonate de potassium comme base dans le DMF, et je crée 4 liaisons ici. Donc le rendement peut paraître pas si terrible à 50%, mais il faut voir, on crée 4 liaisons carbone sp2 dans la réaction, ce qui est quand même plutôt bien. Ici, on fait sur les iodés, ortho, du iodo-nitrobenzène, palladium acétate, une phosphine, et puis on crée cette liaison carbone sp2, carbone sp2. Okay, donc c'est des exemples assez classiques, historiques, on va dire, mais il y en a beaucoup en synthèse. Alors là, je vous donne un petit exercice et je vous demande de réfléchir sur cette chimie-là, en fait, sur cette molécule-là. Si je mets du palladium tétrakis comme catalyseur, de la triéthylamine et que j'utilise de l'acétonitrile que je chauffe à 80 degrés, j'obtiens une molécule, la molécule que je veux, avec 93% de rendement. Alors, je vous demande de dessiner la molécule ici. Alors, je vous laisse réfléchir. Et puis, je peux même mettre... éventuellement, après, je vous laisse dessiner. Et puis, après, si quelqu'un veut que je mette le tableau blanc, vous pourrez me dire... si vous avez trouvé ou pas. D'accord ? Je vous laisse réfléchir un petit peu.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de à votre avis, quelle liaison on va créer dans cette réaction? Ça a l'air plutôt bien parti. Et puis, effectivement, après, il y a l'hétérocycle azoté. Et autrement dit, quelle liaison vous pouvez dessiner à la limite d'une autre couleur, la liaison qui a été créée? Mais je pense que c'est bon. Effectivement, vous allez créer la liaison carbone-carbone qui est là. Carbone sp2 ici, carbone sp2 ici. D'accord? Le couplage de haies qui se fait, oui, effectivement, ici, comme votre camarade. Alors, je ne sais pas qui a décidé, mais c'est bien. Je n'ai pas entendu votre voix, mais ce que vous avez dessiné, c'est juste. Effectivement, si vous pouvez effacer ce que vous avez dessiné, parce que moi, je ne pense pas que je puisse. Ouais. On va voir ici. Merci, c'est parfait. Effectivement, votre camarade a très bien vu. Ce que je vous invite à faire, si vous avez un peu des difficultés, il faut repérer sur la structure la position où vous allez avoir un partenaire halogéné ou triflé, en fait, qui va réagir avec un alcène. Donc ici, le partenaire halogéné, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un atome d'halogène, c'est un atome d'iode, donc c'est ce carbone-là qui va réagir. Et ensuite, il faut repérer où est-ce que vous avez une fonction alcène. La fonction alcène, elle est là. Et ce que vous faites, c'est, lorsqu'il s'agit de réactions de cyclisation intramoléculaire comme ici, vous numérotez le nombre d'atomes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi c'est important de numéroter? Ça vous permet de regarder s'il s'agit d'une cyclisation qui est favorable ou défavorable. En chimie organique, on sait que faire un cycle à 5 ou 6 chaînons, ça coûte peu d'énergie, c'est favorable. D'accord? Donc ici, la création de la liaison entre le carbone 1 et le carbone 6 via un couplage de Heck, c'est quelque chose qui est largement faisable et qui n'est pas difficile. Et c'est donc ce qui se passe, si on prend ce produit-là, on met un peu de palladium tétrakis, de la triéthylamine, on chauffe, on crée cette liaison carbone-carbone ici. Okay, et on la crée de manière tout à fait efficace. Et vous voyez, on a quelque chose, une molécule qui est quand même un peu fonctionnalisée. On a un méthoxy ici, on a un ester, on a une liaison NO, on a une aziridine N-carbamate ici, et on a des conditions qui permettent de respecter parfaitement la nature du substrat qui est quand même assez fonctionnalisé. Si vous voulez aller voir l'article complet, j'ai mis la référence de l'article scientifique ici duquel est tiré ce couplage de Misoroki-Heck. Un couplage historique, c'est une publication de 1995 qui a été publiée dans le Journal of the American Chemical Society. Et vous avez la référence ici, volume 117 et page 4722, si vous voulez aller voir la synthèse complète de ce FR 900-448-2, cette molécule. C'est une des étapes de synthèse de cette molécule. OK ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ce couplage-là, sur cet exercice ? Monsieur, est-ce qu'il peut former un cycle heptacyclique? Avec ce carbone-là? Oui, oui. C'est peu favorable. C'est peu favorable. En termes de calcul énergétique, c'est beaucoup moins favorable que le cycle à 6. Beaucoup moins favorable.
Et ici, vous voyez, hein, ça c'est expérimental, hein, 93% de rendement purifié. Après purification, ce produit-là a été obtenu avec un rendement de 93%. Donc, c'est la preuve expérimentale que le cycle à 6 est beaucoup plus favorable. D'ailleurs, comment on pourrait faire pour distinguer les deux produits avec quelle analyse je pourrais distinguer ce produit-là par rapport à son équivalent cycle à 7 avec une création de liaison entre le carbone là et le CH terminal ici? Il y aurait quoi comme différence? Sur quelle analyse on se baserait? Quelle analyse chimique permettrait de faire la différence? Vous n'avez pas une idée? Alors, quelle est l'analyse numéro 1 qu'on utilise pour caractériser des molécules organiques? Le RMN. Ouais, quel noyau je vais regarder là? Si je veux voir si j'ai bien fait la liaison carbone 1, carbone 6 et non pas carbone 1, carbone 7, est-ce que RMN proton, je vais avoir des choses pareilles ou des choses différentes? Des choses différentes. Oui, différentes. Ici, je vais avoir en RMN du proton le signal du CH2 géminé. Hein, vers quel déplacement chimique je vais avoir ces CH2 là, à votre avis? Les CH2 ici, je vais les avoir vers quel déplacement chimique? Les alcènes, ça sort dans quelle zone sur RMN proton? Quelle zone de déplacement chimique pour les alcènes? C'est quoi le déplacement chimique d'un alcène? Un CH? Vous avez fait de la RMN? Ou pas? 5 de A6. Ouais, 5, 6. Et là, surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, vous allez avoir un couplage géminé entre les deux atomes d'hydrogène ici, alors que l'isomère A7 chaînon, vous allez avoir deux CH distants qui vont sortir sous forme de doublets et vous aurez une constante de couplage Z entre l'oléfine. Donc, on pourrait le voir très facilement en RMN proton. Alors là, ouais, c'est quelque chose, je me permets de vous poser des questions comme ça, parce que certes, on fait de la catalyse organométallique ici, de la synthèse, mais il faut savoir, quand on fait de la synthèse, il faut savoir que tous les modules que vous étudiez à l'université de Chimie City, de caractérisation des molécules et des matériaux, c'est en chimie analytique, c'est hyper important pour le chimiste parce que c'est ce qui va lui permettre de prouver qu'il a bien obtenu la molécule qu'il cherchait à synthétiser. OK? Donc, on va voir maintenant... je vais peut-être arrêter là et laisser la place aux questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Parce qu'il me reste 5-10 minutes là, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez, pour lesquelles vous avez besoin de précision, par exemple? Est-ce que le composé du cycle à 7 chaînons existe en tant que sous-produit dans cette section-là? Il faudrait aller voir la publication ici.
Mais ça m'étonnerait. 93% de rendement, vous savez, après purification, ça m'étonnerait qu'il y en ait, quoi. Mais pour cela, il faudrait regarder dans les RMN du brut réactionnel. Il faut peut-être aller voir dans l'article, mais c'est quelque chose qui est très peu probable, qui n'est pas impossible, mais qui est très peu probable, il me semble. Merci. Parce que 93%, hein, pardon. Ici, 93% de rendement, c'est très, très élevé. Parce que je pense que peu probable, mais quand même, il existe une possibilité. Donc, je me demande si ce produit existe en tant que sous-produit. C'est ça. Ouais. Mais oui, votre question, elle est légitime, mais moi, je vous réponds 93% après purification. Sachant que quand on fait une purification par chromatographie sur gel de silice, en général, on perd un peu de produit, quoi. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a, il y en a vraiment peut-être même pas, la RMN sera peut-être même pas capable de le détecter, sachant que la limite de détection de la RMN, c'est à peu près de l'ordre de 5%. Donc ici, je pense que dans ce cas-là, c'est très, 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 très minoritaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu sur les réactions élémentaires, sur le début de la catalyse? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que faut pas hésiter à me dire, hein. Monsieur, est-ce qu'il y a une méthode pour calculer la vitesse des réactions avec ces catalyses? Tu veux dire pour prédire la réactivité? Oui, alors on peut utiliser la modélisation moléculaire pour prédire les réactivités. Alors, pour la modélisation moléculaire, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas, ça, est-ce que vous avez eu des cours? Pas encore? Vous en aurez en M2 si vous venez au Mans l'année prochaine. L'utilisation des logiciels pour faire du calcul numérique pour essayer de prédire une réactivité ou d'expliquer une réactivité chimique. Alors ça, c'est quelque chose qui existe, hein. On a aujourd'hui des grosses puissances de calcul avec des logiciels comme Spartan, par exemple, qui permettent de faire pas mal de choses. Là, il faut quand même savoir que lorsqu'on s'intéresse à de la catalyse avec des complexes, c'est beaucoup plus difficile à modéliser parce que on va avoir un nombre d'atomes à modéliser dans l'espace qui sera très important. On va déjà avoir le substrat, mais aussi le métal et tous les atomes qui sont autour du ligand. Donc, c'est faisable. Il y a des équipes de recherche qui sont spécialisées dans ce domaine-là, hein, de la modélisation moléculaire pour des réactions catalysées par les métaux de transition. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Luigi Cavallo, qui est en Italie, et qui est un chimiste qui est spécialiste de la modélisation moléculaire pour les réactions qui impliquent des catalyseurs. C'est possible, mais ce sont des spécialistes qui sont capables de faire ça. Et il faut toujours confronter le résultat que va donner l'ordinateur à l'expérience, parce qu'il ne faut pas oublier que la chimie, c'est une science expérimentale. D'accord ? Et il faut confronter les résultats et comparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça va? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser, comme je vous avais dit, j'ai vu que je n'ai pas fait de pause, je vous laisse un petit peu avant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. 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 Au revoir.